Sénégal, nous aurons un invité, Louis Dreyfus, président du directoire du Monde. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous parlerons donc avec lui du développement du journal Le Monde en Afrique. Après donc l'ouverture de représentation diplomatique entre les deux pays, la Pologne et le Sénégal entendent donner une nouvelle dynamique à leurs relations. Un nouveau jalon a été posé ce jeudi à Varsovie pour approfondir cette coopération dans divers domaines. 5 mémorandums d'entente ont été signés entre le Sénégal et la Pologne. Envoi spécial Aboubakry Kane. Le drapeau du Sénégal bien visible dans les principales artères de la ville. Et pour une première visite d'un président sénégalais en terre polonaise, les honneurs ont été au rendez-vous. Au palais de la République, le chef de l'État polonais Andrzej Duda a réservé un accueil officiel et chaleureux à son homologue sénégalais. Après les honneurs militaires, les hymnes nationaux. Avant que les deux chefs d'État ne se retrouvent en tête-à-tête, suivi d'un échange de cadeaux. L'entretien sera par la suite élargi aux deux délégations pour passer en revue des sujets d'intérêt commun et jeter les bases d'un partenariat économique et commercial. Autre temps fort de cette visite, la signature de 5 mémorandums d'entente, entre autres l'accord sur les consultations politiques pour développer et renforcer les liens d'amitié entre Dakar et Varsovie. Si nous regardons les perspectives de ces derniers mois, nous voyons que les relations sur le plan économique et commercial se sont développées de plus de 20% par rapport aux années précédentes. On voit donc qu'il y a une très bonne dynamique. Je voudrais donc mettre en relief très fortement que votre visite ici à Varsovie sera un nouveau fait générateur, va booster encore davantage ces relations. L'Afrique également est un continent aujourd'hui ouvert au reste du monde qui a besoin de transfert de technologie, qui a besoin de capitaux, mais qui a besoin également de donner à l'autre partie du monde. Parce qu'avec la Pologne, avec vos entreprises, nous pourrons, dans les domaines indiqués de l'agriculture, de l'agrobusiness, de l'industrie minière, phosphatière et même de la transformation de l'or, de l'industrie maritime, nous pourrons bâtir véritablement une relation forte qui fera croître de manière exponentielle les relations entre les deux pays sur le plan commercial. La coopération en matière de tourisme, d'agriculture, d'économie et de promotion des investissements étrangers a aussi été paraphée. Des protocoles d'entente pour donner une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et la Pologne. Je suis persuadée que nous serons en mesure de développer ces relations au bénéfice de deux parties, de deux pays. Nous voulons, Monsieur le Président, mener notre politique, notamment dans le secteur économique, de façon à ce que ça soit profitable pour les deux parties. Une fois que le chemin est tracé, les accords permettent de définir le cadre de la coopération. Les accords de non-double imposition certainement vont suivre et de protection des investisseurs. Il appartiendra maintenant au secteur privé de prendre le relais pour donner un contenu à ce que nous venons de signer. Les États poursuivront leur coopération dans d'autres domaines plus stratégiques. La coopération dans ces différents domaines devrait ainsi générer des avantages mutuels. Dakar et Varsovie entendent approfondir leurs liens de partenariat dans des secteurs stratégiques et variés. La visite du président sénégalais à Varsovie s'inscrit dans cette logique de renforcement d'une coopération déjà dynamique dans un esprit gagnant-gagnant.
Ce vendredi, le chef de l'État visite les chantiers navals de Dansk, une ville située à 400 km de Varsovie. Et en prélude à cette visite, le ministre sénégalais de l'économie maritime a eu une réunion de travail avec son homologue polonais. La Pologne, leader dans la région dans le domaine de la transformation des produits halieutiques, souhaite renforcer sa coopération avec le Sénégal. Nous écoutons le ministre polonais à l'issue de cette rencontre. Bardzo się cieszymy z dzisiejszej wizyty pana prezydenta, a dla mnie jest tym ważniejsza ta wizyta z powodu... Je suis très ravi de la visite du président de la République du Sénégal en Pologne. Je suis d'autant plus ravi que cette visite s'accompagne aussi de la visite du ministre responsable de l'économie maritime, de la mise en valeur des ports et de la pêche. Il faut dire que la Pologne est le leader de la région dans la transformation des produits halieutiques. Niezwykle ważne. Nous avons déjà une coopération très riche dans le domaine de l'économie maritime, la mise en valeur, la construction de ports et la pêche, l'éducation universitaire dans le domaine maritime. Aujourd'hui, j'espère, nous ouvrirons le nouveau chapitre de cette coopération et je suis très ravie que nous pouvons échanger sur des dossiers plus précis pour justement relancer la coopération davantage. Je compte sur la coopération, je compte sur des échanges commerciaux importants avec le Sénégal. Je remercie encore une fois Monsieur le ministre d'avoir trouvé le temps de nous rencontrer. Sachez aussi qu'à son arrivée à Varsovie, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise des compatriotes qui veulent participer à la marche du pays. Ils ont évoqué quelques préoccupations liées notamment à l'accès au logement. Aboubakry Kane. Dès son arrivée à Varsovie, le président de la République a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise vivant en Pologne. Occasion pour ses compatriotes de faire parvenir au chef de l'État leurs préoccupations à travers des échanges directs. La visite du président Macky Sall, une première et historique sur les rives de la Vistule, saluée par la communauté sénégalaise. Une suite logique des actes posés pour redynamiser l'axe Dakar-Varsovie. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, me réjouir de la décision politique majeure que vous avez prise d'ouvrir une ambassade en Pologne. Et cette visite importante à tous égards pour les deux pays va assurément poser les jalons d'une coopération mutuellement bénéfique. Pour cette communauté, l'importance n'est pas dans le nombre, mais dans la qualité et la diversité des expertises. Elle entend jouer sa partition dans la nouvelle dynamique d'une diplomatie économique. Forte de sa solide formation, de ses expertises, de ses expériences multiples, elle est bien placée pour planifier, réfléchir, participer à l'exécution de tout projet émanant de cette coopération et à la planification concertée de toute action d'envergure de la représentation diplomatique pour l'optimalisation des chances de développement du Sénégal. Entre autres préoccupations de ces Sénégalais, l'accès au foncier. L'offre de logement existe et les acteurs du secteur de l'habitat ont montré la voie à suivre. Présents dans différents secteurs d'activité, ses compatriotes souhaitent aussi attirer des investisseurs polonais au Sénégal, des initiatives dont se félicite le chef de l'État. Je suis heureux de constater que nous avons une immigration de qualité ici en Pologne. Vous êtes des modèles de Sénégalais de la diaspora qui, comme on le sait, n'oublient jamais leur pays d'origine, comme le dit l'adage Wolof. Alors je voudrais donc saluer cette diaspora travailleuse, cette diaspora pourvoyeuse de devises, cette diaspora qui contribue au développement économique et social de nos pays. Avec une forte présence du secteur privé sénégalais à Varsovie, le Sénégal et la Pologne trouvent ici l'opportunité d'une diversification des partenariats. Les prémices d'une coopération économique durable.
Voilà pour les échos de la visite du chef de l'État en Pologne. Ici à Dakar, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé l'ouverture de la 3e édition des débats du journal Le Monde Afrique. Ces journées de réflexion dédiées à l'enseignement supérieur portent sur le thème « Le défi de la formation supérieure en Afrique de l'Ouest, informé, orienté et inspiré ». C'est un compte-rendu signé Amadou Ahamtiam. Autorités étatiques, universitaires de haut niveau, journalistes, entrepreneurs, bref, toute l'intelligentsia sociale est représentée dans cette salle très tôt prise d'assaut par les étudiants pour réfléchir sur les défis qui interpellent la formation supérieure. Les défis de l'enseignement supérieur en Afrique sont multiples et multiformes. Mais sans nul doute, un des défis les plus pertinents aujourd'hui est d'assurer l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie pour une employabilité des jeunes demandeurs d'emploi et leur insertion dans les secteurs prioritaires du développement de nos pays. Au Sénégal, 40% des chômeurs sont sans diplôme et donc les 60% de cette catégorie ont une qualification. Ces chiffres sont produits par une enquête de l'ANSD. Si, en France, tous les diplômés trouvent un CDI 5 ans après leurs études, c'est tout le contraire dans nos pays. Un véritable problème sur lequel il faut se pencher. En Afrique, les diplômés de l'enseignement supérieur sont 2 à 3 fois plus exposés au chômage que les jeunes n'ayant pas poursuivi leur scolarité au-delà de la primaire. Et cela alors que les employeurs africains ne trouvent pas les compétences dont ils ont besoin. L'adéquation formation-emploi, un enjeu pour les économies africaines en croissance mais qui ne crée pas d'emploi. Le Sénégal, enrichi des recommandations de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, a pris des décisions qui entrent en droite ligne des thématiques à développer dans les panels. Il s'agit de réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes, d'où justement la création de ces ISEP. Aujourd'hui, nous avons des sociétés que nous saluons comme Atos. Atos nous dit, vous avez 1000 ingénieurs par an, je vais les recruter. Mais nous ne formons pas assez d'ingénieurs. D'ici 2050, 300 millions de jeunes Africains vont arriver sur le marché du travail. Le Sénégal, grâce à son paysage éducatif passionnant, multiplie les initiatives pour devenir une plateforme universitaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Pour aller plus loin sur le sujet, nous avons sur ce plateau Louis Dreyfus, c'est le président du directoire du Monde. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous êtes à Dakar pour 2 jours de débat sur les enjeux de la formation. Pourquoi ce thème est notre capitale? Nous considérons au Monde que pour notre développement, pour assurer la progression de notre audience, on doit aller chercher une audience au-delà de nos frontières naturelles. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a créé le Monde Afrique, c'est-à-dire un site qui va traiter beaucoup mieux et beaucoup plus amplement l'actualité africaine. On a une 30aine de journalistes maintenant qui, sur le continent africain, suivent cette actualité. Mais on voit parallèlement, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi international, qu'on a un public qui est demandeur de débats, de forums plus incarnés, c'est-à-dire d'être au plus près de notre rédaction et qu'on a un rôle de producteur d'information, mais aussi on a un rôle de médiateur entre un public et des experts. Et on a souhaité organiser cette année ces débats pendant 2 jours à Dakar autour de l'éducation pour 2 raisons. D'abord pour être là à Dakar et continuer le développement du Monde Afrique. Et puis, avec Jérôme Fenoglio, le directeur du journal, qui est avec moi à Dakar ces 2 jours, on a pensé qu'il était important qu'on parle aux étudiants de Dakar et qu'on voit bien que Dakar a une ambition d'être la plateforme éducative de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a considéré que c'était un très beau lieu d'organiser ça cette année sur ces enjeux de l'éducation avec des invités qui peuvent être soit des universitaires, mais aussi des entrepreneurs. On a eu le fondateur et patron de vente privée, Jacques-Antoine Grandjean, qui était là cet après-midi, devant les étudiants pour raconter ce que c'est qu'être entrepreneur. On avait ce matin Achille Mbebe, l'historien, pour nous raconter le lien entre l'Afrique et l'éducation. Voilà, on a un panel très très large. On a eu la responsable formation de Total qui était là.
Et je pense que c'est notre rôle au monde, à la fois de mieux couvrir l'Afrique, mais aussi d'être un médiateur entre les audiences francophones et ces experts qui ne sont pas toujours disponibles. Et vous avez voulu, comme le dit le thème, informer, orienter et inspirer les jeunes. Tout à fait. C'est la même démarche qu'on a également en France. On considère que notre avenir, c'est cette jeunesse. Donc on a pensé à chercher un thème qui puisse les intéresser, les concerner. On sait que c'est central, évidemment, les enjeux d'éducation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on était heureux que le Premier ministre, ce matin, annonce que cet événement serait reconduit l'an prochain. Donc on a vocation à installer chaque année, avec le monde, à Dakar, un rendez-vous autour des thèmes de l'éducation avec des intervenants évidemment sénégalais, africains, mais même internationaux, c'est-à-dire que les grands directeurs d'université, les intellectuels, mais aussi les entrepreneurs et les patrons puissent venir et se retrouver pour les étudiants sénégalais, ça me semble important. Et cette phase de développement du monde en Afrique, comment ça se passe ? Alors, on est aujourd'hui content, ça fait 2 ans qu'on a lancé cette initiative, on a en gros 7 millions de visiteurs uniques sur notre site internet. On a une audience qui voit qu'on met plus de moyens. Cette rédaction est dirigée par Serge Michel, qui était un de nos directeurs adjoints de la rédaction, qui a fait une bonne partie de sa carrière en Afrique. Et aujourd'hui, on est très satisfait de ces développements. On a fait un grand événement l'an dernier à Abidjan pendant 3 jours sur les leviers de la croissance en Afrique, mais c'était important pour nous cette année d'être au Sénégal et on est honnêtement très heureux avec Jérôme Penoglio et toute l'équipe du Monde Afrique de créer cet événement qui sera maintenant récurrent chaque année à Dakar. D'accord. Et le développement du numérique, c'est également un sujet qui vous intéresse beaucoup. Alors là aussi, on a des développements parallèles en France et pour le Monde Afrique. On voit bien que cette nouvelle audience, c'est-à-dire les moins de 25 ans, s'informent massivement sur le web, sur le digital, sur le mobile. La moitié de notre audience numérique en France vient du mobile. Et encore plus, vient chercher des images plus que des textes. Et donc ça, c'est quelque chose pour le monde qui est nouveau, c'est apprendre un langage, apprendre des formats audiovisuels et adapter notre rédaction, qui est une rédaction très écrite, des grandes plumes, des grandes signatures, vers ces enjeux-là. On a une audience qui progresse, on a des abonnés numériques qui progressent très vite, et ça, c'est une des clés dans la transformation du modèle économique du monde. On a une progression de l'ordre de 30% de nos abonnés numériques, donc ça nous fait des recettes en plus, ça crée un lien différent. Et donc on voit bien que le monde réussit depuis plusieurs années, beaucoup grâce à ses actionnaires, notamment Xavier Niel, qui est un entrepreneur français, Mathieu Pigas et Pierre Berger, à investir sur le numérique. Et on est à l'affût de toutes les innovations, la dernière étant la présence du Monde sur Snapchat Discover, qui est cette plateforme qui est très utilisée par les moins de 18 ans. On a été le premier média français, on est très présent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et donc ça, c'est des choses qu'on souhaite continuer à développer pour être le média des nouvelles générations et pas seulement le quotidien de référence français. Et dans ce développement du site Le Monde Afrique, est-ce que vous avez pensé à faire appel à du personnel africain, vu que ces Africains-là connaissent mieux, on va dire, le continent? Alors évidemment, sur la trentaine de nos journalistes, il y en a une vingtaine qui sont des journalistes présents en Afrique. Et puis sur la dizaine qu'on a à Paris, une partie sont africains. Mais de manière plus large, je pense qu'on a vocation aussi à construire des relations privilégiées avec les étudiants en journalisme. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Jérôme Penoglio, c'est de voir de quelle manière on peut créer un lien particulier avec ceux qui veulent devenir journalistes. À l'initiative d'une de nos journalistes, Florence Aubenas, on avait créé le Monde Académique, qui est une initiative pour former des jeunes sans diplôme au métier du journalisme. On l'a créé en France et je pense que la prochaine étape, c'est essayer de créer, peut-être avec des écoles de journalisme, peut-être avec des universités, un lien particulier pour aider à installer une nouvelle génération de journalistes au Sénégal et plus globalement en Afrique. D'accord. Alors aujourd'hui, on a les débats du journal à Dakar. Est-ce que parallèlement, il y a d'autres projets qui concernent spécifiquement le Sénégal? On va continuer. Alors d'abord, il y a le projet de reconduire cet événement l'an prochain. On a été très heureux de la collaboration qu'on a eue avec le journal Le Soleil à l'occasion de cet événement. Et donc, on va essayer, lors de notre passage ici, de construire des développements pour que
la prochaine édition de ces débats du Monde Afrique soit l'aboutissement d'une année de travail en commun et pas seulement un événement ponctuel ou anecdotique. Donc je pense que le travail commence aujourd'hui. On aura eu en l'espace de 2 jours, et les images étaient assez marquantes que vous avez montrées, plus de 3000 personnes qui sont rendues à nos débats. C'est évidemment formidable, avec beaucoup plus, encore plus sur le numérique. Et donc c'est tout ce public sénégalais qu'on va essayer d'accompagner pendant 1 an jusqu'à la prochaine édition. Voilà, Monsieur Louis Dreyfus, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du Monde et que vous étiez venu nous parler donc de la 3e édition des débats du journal Le Monde Afrique, mais également des projets de votre groupe ici en Afrique. On va poursuivre ce journal avec ce passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, un institut du pétrole et du gaz, des infrastructures en vue, des élections législatives qui seront tenues à bonne date, une taxe à l'export sur l'arachide, de nouveaux logements en construction, les contrats de concession du pétrole et du gaz, les contrats d'exploitation et les prix du péage, la confection des cartes d'identité biométriques, la gestion des forêts, les libertés, la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, autant de questions abordées cet après-midi par les députés qui recevaient donc le Premier ministre. Nous y reviendrons avec le reportage de Abibou Mbaye. Le CRD sur le Magal de Touba, les différents services de l'État disent avoir pris toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'événement. Face aux représentants de Touba, ils ont donné des assurances concernant les besoins exprimés. Ndeye Aïda Dia. Ce CRD a pris moins de temps que d'habitude parce que beaucoup de points afférents à l'organisation du Grand Magal de Touba ont été réglés. Les différents services de l'État ont donné des assurances en ce qui concerne la sécurité, la santé, l'assainissement, l'électricité, entre autres, pour une réussite de l'événement. Nous sortons très rassurés de cette rencontre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, encore, j'ai demandé au gouverneur de redoubler de vigilance pour ne pas être surpris, justement, au dernier moment par les quelques petits retards qui pourraient être notés par-ci, par-là. Mais je pense que cela n'arrivera pas, parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, il nous a habitués à un zéro faute et on travaille encore, Inch'Allah, pour que cela se réalise. Les représentants de Touba ont demandé la mise en place d'un comité de suivi pour les prochaines éditions du Magal. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, a par la suite remercié le chef de l'État pour toutes les diligences apportées. Ces remerciements, il a demandé au ministre de l'Intérieur de les transmettre au chef de l'État, le président Macky Sall, et à travers lui tout le gouvernement de la République du Sénégal. Il a particulièrement aussi insisté sur vraiment le soutien permanent et soutenu du ministre de l'Intérieur depuis déjà 4 ans pour que l'organisation du Magal soit vraiment un succès. Les médisances visant à dénigrer les confréries religieuses ont aussi été à l'ordre du jour. Serigne Bass Abdou Khadre a apprécié les actes posés par l'État pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. De même, le ministre de l'Intérieur s'est insurgé contre ces attaques. Après des prières, rendez-vous est pris pour la dernière réunion d'évaluation à Touba. Des échos de la caravane Wadjal Magal au centre du pays. La délégation était à Touba Ngabada, à Landang et Ngelou. Dans ces localités, Serigne Touba avait installé des émissaires pour vulgariser ses enseignements auprès des populations. Claire Diop. 5e édition de la caravane Wadjal Magal. Pour cette édition, la zone centre est choisie. Kaolack, Fatick et Kaffrine vont être sillonnés pour échanger avec les talibés mourides et au-delà les populations. Au cœur des échanges, la vie, le parcours et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur de la confrérie mouride. L'homme, un grand érudit qui a dédié toute sa vie à Dieu et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Entre autres localités où la caravane a fait escale dans le département de Gossas à Fatick, Touré-Gossas. Ici, Serigne Touba avait installé un de ses fidèles compagnons, Serigne Cheikh Ali Touré. Ce dernier a pendant longtemps encadré les talibés. On leur raconte que ses relations avec le marabout étaient plus que particulières. L'actuel khalife, Serigne Abdou Karim Touré, a magnifié la démarche de la caravane.
Ensuite, cap sur Tiénaba-Gossas à quelques kilomètres, toujours dans le département. Ici, le passage de Khadim Rassoul est marqué d'une empreinte indélébile. Tiki, dans la commune de Nguelou, a aussi reçu la caravane. La population à majorité mouride a sonné la grande mobilisation. Tiki, dans la commune de Nguelou, a aussi reçu la délégation. La population à majorité mouride a sonné la grande mobilisation à quelques kilomètres d'Arofal. Ici, sous l'indigal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Serigne Modou Fall a fait de ce village son fief. Serigne Modou Aminta Fall est né ici, mais aussi Serigne Cheikh Djembou Fall, khalife de Cheikh Ibrahima Fall. Ici aussi repose Sokhna Mam Khadilo, la mère de Serigne Cheikh Baye Fall Baye Gor, sur instruction de Serigne Touba. Et c'est tard dans la soirée que la caravane est arrivée à Lagan, un des grands daras de Cheikh Saliou Mbacké Ibn Khadim Rassoul, à l'accueil des versets du Saint-Coran, mais aussi la lecture des Khassaït de Serigne Touba. Devant les talibés, Serigne Modou Mbacké Sy, le coordonnateur de la caravane, est largement revenu sur les missions et objectifs de cette démarche. Après Lagan, la délégation est attendue dans d'autres localités, Touba Ngarandou, Landaigne ou encore Nguelou. Les discussions sur le processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement de la fonction publique se poursuivent. Une nouvelle rencontre présidée par le ministre de la fonction publique s'est tenue aujourd'hui. Ibrahim Ndong. Un seul objectif, une administration performante. Pour ce faire, le ministre de la fonction publique veut mettre tous les atouts de son côté. C'est d'ailleurs ce qui motive l'organisation de ce séminaire, une rencontre qui a enregistré la participation de différents départements ministériels. Une première phase diagnostique a été bouclée qui nous a permis d'identifier les atouts, les qualités, disons, ce sur quoi le ministère, le secteur en question peut compter, mais surtout d'identifier ce que nous devons aller chercher pour améliorer la mise en œuvre des politiques publiques qui sont du ressort du département ministériel. Pour réussir un tel pari, le ministère de la fonction publique peut compter sur la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement. Le Programme des Nations Unies a appuyé en 2014 l'élaboration d'un guide d'audit organisationnel des organismes publics. L'application de cet outil a permis d'enrichir la pratique du diagnostic organisationnel de l'État ainsi que l'uniformisation des méthodes et pratiques de la démarche axée sur les résultats. L'émergence du Sénégal, un vœu cher aux autorités de la République, ce qui passe nécessairement par un engagement collectif. Le chef de l'État compte sur l'administration sénégalaise pour porter le plan Sénégal émergent. Compter sur l'administration, c'est avoir des ressources humaines de meilleure qualité, c'est avoir des procédures plus diligentes, c'est avoir également une organisation, des structures plus performantes. Pendant 3 jours, tout s'articulera autour de la lettre de politique sectorielle de développement du ministère de la fonction publique, en ligne de mire, un changement visant à renforcer la dynamique de performance. Et nous reparlons du Doing Business 2017. Le rapport très attendu par le monde des affaires est sorti cette semaine avec encore des progrès pour le Sénégal. 147e, un rang jamais obtenu et une moyenne de plus de 50. Ce rapport de la Banque mondiale évalue les économies de 190 pays. Les enjeux sont décortiqués dans la rubrique économie signée Aram Ndao. 190 pays au climat des affaires évalués, notés et classés. Mais pour quel prix? Le Sénégal, qui vient de descendre pour la première fois sous la barre des 150 et qui a gagné 31 places en 3 ans, a la réponse. En dehors de seulement ce qu'on voit le rang, vous avez 48 critères de comparaison que les gens peuvent utiliser pour comparer les pays. Par exemple, on peut aller plus en détail pour regarder, par exemple, les taux de taxation. On peut aller plus en détail pour regarder quels sont les délais de remboursement de TVA. Parce que ce qui est important pour un investisseur, c'est la lisibilité et c'est la prévisibilité aussi. Si on a une perception qu'il y a des progrès qui se font et que la dynamique et la volonté politique de maintenir ces progrès existent, ça donne une crédibilité beaucoup plus accrue. Doing Business pousse les pays à rivaliser d'ardeur pour améliorer constamment leur environnement des affaires. Les réformes qui ont payé pour le Sénégal sont au nombre de 4.
sur le transfert de propriété, l'accès à l'information sur le crédit, la réduction des coûts de paiement et sur les procédures de fermeture des entreprises. C'est tout ce qui a été créé en termes de mieux réorganiser les choses, c'est-à-dire que permettre qu'aujourd'hui les entreprises puissent utiliser des systèmes de comptabilité informatisés, de pouvoir le déposer. Ça, c'était quelque chose, c'était une des innovations de la réforme du Code général des impôts. L'autre aspect, c'était ce qu'on a appelé un peu le bouclier fiscal, c'est le plafonnement du niveau de taxation au niveau du Sénégal. 147e, tout se joue sur l'attractivité et la compétition est très rude. Les États étant tous dans une logique de réformer encore et encore. Des réformes qui sont voulues par la communauté des investisseurs, qui sont voulues par les investisseurs, qui sont voulues par les Sénégalais, qui sont voulues par les autorités sénégalaises. Ces performances, pour remarquables qu'elles soient, doivent être consolidées. Et les consolider, c'est maintenir la batterie des réformes. En particulier les réformes contenues dans le plan Sénégal émergent, dans la feuille de route du plan Sénégal émergent. L'autre défi que ça pose pour le Sénégal, c'est de finaliser les textes, d'autres textes qui sont en relation avec les réformes. Je parle du Code des investissements, n'est-ce pas, de la loi PPP, de la loi qui va régir les zones économiques spéciales. Les très petites entreprises regroupées au sein du CEDES adhèrent à cette ambiance de réforme. Elles y glissent par ailleurs leurs préoccupations. 147e, c'est pas un rang quand même qu'on a donné tout ça, c'est parce que ça s'est basé sur des indicateurs qui encore une fois plus, qui valident le processus de mise en œuvre d'un climat favorable à l'investissement. Il y a beaucoup de choses à faire aussi. Je peux citer le problème l'IMEF, le problème de l'impôt sur les sociétés qui est assez élevé pour les entreprises nouvellement qu'on a mis en place, créées. On peut citer aussi le déficit d'encadrement et d'accompagnement des très petites entreprises. C'est dans les perspectives de mutation d'un pays qui a aussi pour la première fois dans ce rapport une moyenne de plus de 50 sur 100. Ce qui est important, c'est maintenant monter vers la moyenne, aller vers 60% des meilleures pratiques au monde. Et c'est les pays qui aspirent à l'émergence, c'est les notations après qu'ils doivent avoir pour attirer mieux les investissements privés, permettre aux PME, surtout aux PME locales, d'éclore, d'avoir moins de contraintes, de pouvoir créer plus d'emplois. C'est aussi cela la bataille des nations en quête d'émergence, du crédit et des réformes qui paient. Parlons du programme national de biogaz domestique lancé dans la région de Matam. Un CRD a servi de cadre pour une présentation de cette initiative qui offre de l'énergie à partir d'un biodigesteur. 5 bénéficiaires ont été retenus dans la commune de Agnam, Oumoukal Somsal. Dans une région où l'élevage est le premier secteur d'activité, le programme national de biogaz ne peut être accueilli qu'avec beaucoup d'intérêt. L'une des conditions pour être bénéficiaire est de disposer d'un certain nombre de bœufs. Le biogaz, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que du gaz qui provient de la méthanisation de la bouse de vache, parce que c'est la bouse qu'on a choisie comme matière. Alors, cette bouse qui est enfermée dans un milieu sans oxygène, où se développe la méthanisation avec les bactéries. Ce biogaz est recueilli à travers un tuyau et alimente justement les cuisines. Cette rencontre a permis aux populations de mieux comprendre les enjeux de ce programme. Un biodigesteur produit du gaz pour la cuisson, de l'éclairage, mais aussi du compost qui peut servir d'engrais dans les champs. Ce vaste programme est ambitieux, qui vise quand même à lutter contre la déforestation. Vous savez qu'aujourd'hui, au Sénégal, pratiquement 80% des sources d'énergie pour la cuisson proviennent des feux de bois. La commune des Agnam sera la première servie avec 15 biodigesteurs qui seront installés les jours à venir grâce à une convention qui lie le programme national de biogaz et les communes de Agnam et d'Hérouville-Saint-Clair en France. Ces 15 biodigesteurs également seront accompagnés de fosses compostières, mais également de jardins pour appliquer l'engrais organique qui va sortir des biodigesteurs
mais également des bassins piscicoles pour élever du poisson, 15 bassins pour le compte de ces ménages-là. Ce que nous recherchons donc à travers ce partenariat, c'est d'abord de créer les conditions de démonstration des différentes formes d'application des produits et services que l'on peut tirer d'un biodigesteur. Le programme national lutte contre la pauvreté. Et moi personnellement, je me pratique au niveau du jardinage, au niveau de la commune depuis 2003. Depuis presque déjà, moi je utilise l'engrais de bouche de vache. Avec le modèle de biogaz, je crois que c'est plus praticable, c'est plus encore améliorable pour le résultat de ça. Ce programme, financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne, projette d'installer 10 000 biodigesteurs d'ici à 2019 dans tout le pays. 160 tonnes de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes ont été détruites par les services du ministère du Commerce. La valeur est estimée à 560 millions de francs CFA. C'était en présence du ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr. C'est un reportage signé Alassane Thiédou. Cette année encore, sous la houlette de la division en charge de la consommation de la direction du commerce intérieur, les services d'hygiène, les forces de défense et sécurité, beaucoup de produits jugés non conformes aux normes en vigueur ou impropres à la consommation ont été saisis sur l'ensemble du territoire national sénégalais. C'est le cas ici notamment de la région de Dakar. La région de Dakar, où plus de 160 tonnes de produits périmés ou non conformes à la législation et à la réglementation économique d'une valeur de 560 millions de francs CFA ont été saisis et détruits en présence du ministre en charge du commerce. Il s'agit essentiellement de 5 340 cartons de produits alcoolisés, 125 cartons de vinaigre non conformes à la norme, 17 tonnes de dattes périmées, 35 tonnes de bonbons, 12 tonnes de café Touba, 28 tonnes de concentré de tomates, 36 tonnes de riz périmé, etc. C'est l'occasion pour le ministre en charge du commerce de réitérer la volonté du gouvernement de protéger les consommateurs et d'en appeler à la vigilance. Une fois que nous avons identifié un produit, comme je vous ai dit, illégal, ne respectant pas justement les trois contrôles, l'importateur, le fabricant identifié et il est puni conformément aux lois et règlements du Sénégal. Vous savez, les sanctions dans ces cas-là peuvent être des sanctions d'ordre financier, mais également ça peut aller jusqu'au niveau pénal. Et donc naturellement, les dispositions qui sont prévues par la loi sont toujours appliquées avec beaucoup de rigueur et l'instruction que j'ai donnée au directeur du commerce intérieur, c'est que dans ces cas-là, il ne faut laisser de marge à aucune forme de tolérance, puisque un individu qui peut mettre en danger la sécurité des consommateurs n'est pas un bon citoyen. Et donc je crois qu'il faut lancer un appel. Je dis bien, l'essentiel des commerçants, importateurs et fabricants sont des hommes honnêtes, sont des citoyens, sont des patriotes. Mais il y en a un groupe que nous traquons. Dans son combat contre les fraudeurs qui, au mépris des préoccupations de santé, mettent des produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur sur le marché, le gouvernement peut compter sur les associations de défense des consommateurs. Nous saluons vraiment d'abord le fait que les autorités aient entendu nos requêtes, parce que nous avons pensé qu'à côté du combat sur les prix, celui de la santé est un combat qui vaut d'être mené. C'est ainsi que donc nous avons saisi les autorités dans ce sens-là qui ont donné les instructions. Et je voulais féliciter les équipes qui sont sur le terrain, particulièrement les services régionaux du commerce, notamment le service régional du commerce de Dakar, parce qu'à chaque fois que nous les saisissons, immédiatement ils vont sur place et parfois même ils découvrent autre chose qui dépasse la réclamation. Et je pense que donc il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, la grande problématique, c'est que beaucoup d'Africains, beaucoup de Sénégalais pensent que en consommant un produit, s'il n'y a pas de réaction immédiate, le produit n'est pas dangereux. Alors qu'aujourd'hui, du fait de la sophistication de la fabrication des produits alimentaires, vous pouvez ingurgiter un produit aujourd'hui et devenir malade 3 ans après. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 8000 cas de cancer qui sont déclarés chaque année au Sénégal. Et la plupart du temps, c'est dû à l'alimentation, tout simplement parce que les produits sont devenus beaucoup plus sophistiqués. On y met des additifs qui sont dangereux et dont les quantités ou la pureté n'est pas respectée. Ce qui fait que donc nous arrivons à des situations où vraiment le consommateur est laissé pour compte.
Il convient de noter que le ministère en charge du commerce, pour traduire en acte la volonté du gouvernement, a décidé de renforcer la surveillance du marché. S'y ajoute une réforme déjà en chantier du cadre juridique pour renforcer la protection du consommateur. Toutefois, dans un souci d'efficacité, Alioune Sarr exhorte les consommateurs à exercer un contrôle citoyen en veillant à la qualité des produits mis sur le marché. Dans ce cadre, le ministre en charge du commerce sollicite la collaboration renforcée des consommateurs avec les services du ministère du Commerce. La série sur la santé, les études universitaires en pharmacie sont longues et difficiles. Malgré tout, une jeune Sénégalaise handicapée, paraplégique, a réussi à y arriver à force de courage et d'abnégation. Aujourd'hui, Dr Koumba Diouk a démontré que le handicap peut être surmonté. Retour sur le parcours atypique de ce docteur en chaise roulante, victime d'un cancer à l'âge de 6 ans. Ouretiam. Je jure. Que de chemin parcouru pour en arriver au serment de Galien. Pour cet handicapé paraplégique, la route a été longue et dure pour Dr Koumba Diouk, atteinte à l'âge de 6 ans d'un cancer rare chez les enfants, une tumeur ovarienne et tissulaire. Elle a perdu l'usage de ses jambes après une intervention médicale ratée qui l'a plongée dans un long coma. Alitée pendant plusieurs années, ses parents lui apprennent à lire et à écrire à l'hôpital. Avec son handicap, aucune école ne pouvait l'accueillir. Mais la jeune fille travaille dur à la maison et le répétiteur de la famille finit par lui trouver une place en classe de C2 à l'école franco-arabe Tafsir Djibril Diop de Rufisque. Elle déjoue tous les pronostics et se hisse à la première place durant tout son cursus avant d'obtenir un bac série C et se voir ouvrir les portes du département de pharmacie malgré ses problèmes de mobilité. Donc je me suis dit que pourquoi pas faire la différence, être parmi donc les handicapés qui seront des exemples dans ce pays et ne pas être parmi ceux qui vont tendre la main. Donc je me suis dit que je vais me battre pour être quelqu'un un jour. Devant son ambition de devenir pharmacienne, rien ne brise son élan ou sa foi. Ni les problèmes de mobilité, ni les difficultés d'accès au laboratoire, aux amphithéâtres, aux chambres, aux toilettes, aux restaurants ou au transport. Je me rappelle très bien de sa première séance de travaux pratiques. Au niveau de la salle, il y avait 2 portes, dont l'une était presque condamnée. Avec elle, on se rappelle, ça ne passait pas, donc ça avait coincé et je me rappelle, j'étais responsable de ces travaux pratiques. En ce moment-là, on a dû faire appel au menuisier pour ouvrir grandement les 2 portes pour qu'elle puisse passer librement. Durant tout son parcours, elle a eu à loger au pavillon box, où l'accès est plus facile au niveau des chambres, au niveau du pavillon et même au niveau des toilettes. Nous y avons vraiment porté beaucoup d'attention pour elle. La conviction et le courage de la jeune fille forcent le respect de ses camarades de promo, à l'image de son camarade Dr Diouf, qui s'est presque dédoublé pour la soutenir durant tout son cursus. Je me levais plus tôt que d'habitude parce que je devais passer la prendre. Et on partait ensemble à la fac. Une fois devant le bâtiment, on devait attendre que les étudiants viennent nous aider. On devait être 4 personnes au minimum pour qu'elles puissent accéder à l'étage. Passionné de médicaments, Dr Koumba Diouk, lors de ses stages, circulait à travers les rayons de pharmacie avec une aisance surprenante et recevait les clients avec toute la générosité requise chez un pharmacien. La jeune docteure fait aujourd'hui la fierté de sa famille et de ses encadreurs au sein de la communauté universitaire. J'ai vu en elle une femme exceptionnelle, très engagée. Et on a eu à travailler environ 4 mois. Et vraiment, elle s'occupait régulièrement de ses fonctions de pharmacienne. Elle faisait tout ici. Elle passait des commandes, déballait des commandes, elle faisait des conseils. On préparait des exposés ensemble. Mon handicap physique ne l'empêchait pas d'exercer ses fonctions de pharmacienne. La pharmacie, ce n'est pas donné. C'est des études longues, des études difficiles qui demandent beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation. Et donc, Ndeye Koumba a montré quand même des talents, a montré des qualités, je pense, scientifiques, des qualités de courage, des qualités de persévérance qui me permet aujourd'hui d'être docteur en pharmacie et de pouvoir jouir pleinement de tout ce que lui confère ce grade de docteur en pharmacie. Vraiment, je suis très, très, très contente. Je ne croyais pas à ça par rapport à la durée. Donc, mais c'est elle qui a insisté à le faire. Donc,
Cette jeune fille dégage une joie de vivre qui ne laisse personne indifférent. Actuellement sans emploi, Dr Koumba Diouk attend son recrutement dans la fonction publique afin de pouvoir vivre sa passion en pharmacie et aller au-delà. Je vise plus la fonction publique et si j'arrive à être intégrée dans la fonction publique, après je compte faire d'autres spécialisations pour exceller dans ce milieu. Sur son fauteuil, Dr Koumba continue de se battre pour que le regard porté sur les personnes atteintes de handicap change. Pour elle, il suffit d'y croire et de se battre dur pour y arriver. La docteur Koumba Diouk, un modèle pour les jeunes. Elle aussi est diplômée en anesthésie-réanimation en 1987. Avant de devenir agrégée, un an plus tard, Binta Kassal est la première femme anesthésiste du Sénégal. Même si les débuts de cette spécialité n'ont pas été faciles au Sénégal, elle pense avoir rempli sa mission. Partie à la retraite il y a 6 ans, l'ancienne anesthésiste vit ce temps de repos avec la fierté d'avoir formé de grands spécialistes de l'anesthésie. Jeanne Dior. Comme beaucoup de scientifiques et d'universitaires, Binta Kassal est méthodique. Pour les besoins du reportage, Madame établit un protocole d'interview. Et pour être sûre des dates et repères, elle va chercher un document qui retrace son riche CV. D'abord, le baccalauréat, décroché en 1967 au lycée Kennedy. J'ai réussi à l'internat en décembre 1974. Je m'étais d'abord destinée à la médecine interne. J'ai donc fait 2 ans de médecine interne. C'est au décours de ces 2 années que j'ai été contactée par le professeur Marc Sankale, qui m'a encouragée à faire la médecine, la réanimation médicale. Je suis allée en France à partir de 78 à 80. Je me suis rendu compte au cours de mon séjour que le Sénégal avait surtout besoin de médecins anesthésistes réanimateurs. Cette idée qu'elle a pu réaliser a fait d'elle la première femme anesthésiste du Sénégal. Et donc j'ai eu mon diplôme en 1987. En 1987, j'étais médecin anesthésiste réanimateur. Et en 88, j'ai eu mon agrégation. J'ai été nommé agrégé en anesthésie réanimation à Abidjan. Du haut de son mètre 60, docteur affiche un triomphe modeste. À la question de savoir comment a-t-elle vécu son statut de première dame anesthésiste, docteur répond. Non, je ne suis pas savouré. Non, je ne l'ai pas savouré. Au contraire, il y avait des difficultés énormes. Il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de matériel, rien n'avait été fait. Nommé chef au service des urgences et de la réanimation du CHU de Fann en 1990, professeur Binta Kassal ne cessera d'endormir et de réveiller des patients qu'en 2010. La retraite, un temps qu'elle a choisi de vivre dans le repos. Selon elle, le choix s'explique par les 2 rôles qu'elle a joués, médecin et mère dès le jeune âge. J'ai eu 3 enfants durant mes études médicales. Pendant 30 ans d'exercice, c'est même plus de 30 ans d'exercice. Très souvent, on a été très souvent frustrés, fatigués, découragés. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est travailler dans l'humanitaire. Ces 71 hivernages ont certes mouillé son physique, mais pas son esprit. L'agrégé garde les décennies passées à Fann dans ses souvenirs. De bons sans doute, mais de moins gais. On a des difficultés surtout matérielles et de personnel. Malgré tous les efforts qu'on fournissait et tous les efforts de ces jeunes médecins anesthésistes qui ont été formés dans le service, parfois il y avait des décès de malades qu'on arrivait difficilement à supporter. Si le professeur Marc Sankale était encore de ce monde, il aurait sûrement cité son étudiante comme une de ses fiertés. Bintaka peut le faire. Elle clame tout haut son bonheur d'avoir formé des spécialistes bien connus de l'anesthésie. Quand je vois le professeur B, c'est moi qui l'ai formé, il y en a d'autres, il y a Omar Khan, il y a Elisabeth Diouf. Quand je les vois à l'heure, je suis quand même satisfaite. L'ancienne anesthésiste a su se battre au beau milieu d'hommes sans tenir compte de son statut de femme. Féministe sans nous le confier, cette mère d'une fratrie de 4 enfants a toujours rappelé à ses filles le rôle et l'engagement de la femme dans la société.
Même si maman n'a pas réussi à transmettre le virus de la médecine à ses enfants. Mes frères et sœurs n'ont pas fait médecine, on a tous fait des études scientifiques, c'est-à-dire qu'on est une famille vraiment de scientifiques. Inconsciemment, je pense qu'on a dû subir toutes ces frustrations, toutes ces déceptions, tous ces problèmes qu'elle avait au sein de son travail. On a dû inconsciemment le ressentir, et c'est peut-être ça qui explique qu'après, personne n'a ressenti le besoin ou l'envie de faire médecine. Je disais, tu n'es jamais là, tu es toujours en vacances, en voyage, quand tu reviens, tu ne ramènes même pas de cadeaux. Né en 1945 à Dakar, cadette d'une famille de 9 enfants, le professeur titulaire reste un modèle pour la jeune génération et la crème qu'elle a pu former. Si le Sénégal compte aujourd'hui à peu près 55 anesthésistes, elle est la première qui s'est intéressée à cette branche essentielle à la chirurgie et à la médecine en général. Voilà, Binta Kassal, première femme diplômée et agrégée en anesthésie réanimation au Sénégal. La série sur la santé se poursuit avec d'autres sujets dans nos éditions de demain. Je vous parlais donc de ce passage du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions ont été soulevées par les députés. Il y avait l'Institut du pétrole et du gaz, les infrastructures à venir, les élections législatives, la taxe à l'export sur l'arachide. Voici le résumé de ce face-à-face à Premier ministre député avec Abibou Mbaye. Pour des questions d'actualité au gouvernement, il était nécessaire que le président de l'Assemblée nationale fasse des mises au point quant au déroulement de la séance, avec le timing dévolu à chaque intervenant selon son groupe parlementaire d'appartenance. Question d'actualité, a-t-on dit? Celles apparemment les plus brûlantes se sont vite invitées en pole position. Le pétrole et le gaz, ces premières découvertes réalisées au Sénégal, au large de Sangomar. Le Premier ministre d'ouvrir la voie à son ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, pour revenir sur ses contrats, à part les sociétés étrangères, celles de Petrosen et de l'État du Sénégal. Le processus ayant abouti à l'octroi de ces contrats a été exposé aux députés. L'agriculture, avec des craintes émises par un député quant à l'imminence d'un péril acridien perceptible dans un pays voisin. Le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, de rassurer que le Sénégal est bien outillé pour parer à toute éventualité et le moment venu, des dispositions seront prises. Entre l'agriculture et le foncier, le pas est franchi avec les inquiétudes émises par un député sur le patrimoine forestier décimé par le trafic de bois. Face à ce fléau, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne d'ouvrir la brèche en enfilant sa tenue de combat pour engager avec le ministre de l'Intérieur, des Forces armées, de l'économie et des finances, la guerre aux coupeurs de bois. Le ministre de l'Environnement de révéler aux députés que 30 délinquants du bois croupissent à ce jour en prison pour délit de coupe illicite de bois. Face à une deuxième question posée par Mamadou Diop Decroix, le Premier ministre de lui rétorquer que la catégorisation du bois de veine est déjà réalisée pour que nul ne puisse exporter ce produit made in Sénégal sans vérification. Des sensibilisations sont prévues par le ministre de l'Environnement du genre « touche pas à ma forêt ». Ceci pour mieux préserver le patrimoine foncier. D'autres acquis à préserver, ce sont les libertés introduites dans la Constitution et qui, selon un député, ont reçu un sacré coup lors de la marche de l'opposition du 14 octobre dernier. Quant à l'arrêté qui a délimité l'itinéraire, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de renvoyer la balle à ceux-là qui avaient fait cet arrêté, en l'occurrence le régime libéral. Quant aux dispositions, elles ont été prises pour mieux préserver les libertés, mais les marcheurs n'ont pas pu respecter l'itinéraire défini. Force est donc restée à la loi. La marche étant introduite dans la Constitution dans son article 8, Abdoulaye Daouda Diallo de révéler que sur 740 demandes de marche, il y a 1,49% de demandes rejetées. Les conflits issus des contrats de location entre contractants qui sont en passe de saper les bases de cette initiative de réduction du prix du loyer se sont invités au débat.
Et pour apporter des éléments d'information, le ministre du Commerce de rappeler l'objectif du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat et les conditions de vie des populations. Sur les 196 000 logements à Dakar, le ministre du Commerce d'annoncer que 11 000 réclamations ont été enregistrées et 14% traitées. Au niveau de l'Ascosen, sur les 6 000 logements, 86% ont connu un succès. Donc, pour conclure, la loi est bien appliquée. Pour renforcer ce volet habitat, le ministre de tutelle de révéler la mise en place de la politique dite des 3 F. Foncier, financement, fiscalité, mise en place pour résorber le déficit de 322 000 logements. Et pour résorber ce déficit, SNHLM, la SECAP et tant d'autres promoteurs du privé sont à pied d'œuvre pour atteindre bientôt le cap de 15 000 logements. Les craintes d'une année scolaire perturbée se sont dissipées dans l'application et la mise en place du concept Ubitei Djangetei. Et le Premier ministre, tout comme le ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam, d'annoncer que tous les engagements seront respectés devant les Sénégalais pour un apaisement du climat scolaire. Les prouesses rizicoles du Sénégal ont un secret dévoilé devant les députés par le ministre de l'Agriculture. Il s'agit de la mise en place de variétés dans le Saloum, Nérika 1, Nérika 4, Nérika 5, Nérika 6, S44 et S19, ainsi que les tracteurs et autres moyens mis en place par l'État. À cela, on peut espérer, dira le ministre, une véritable révolution rizicole silencieuse pour que le Sénégal puisse nourrir le Sénégal. La tournée économique du chef de l'État est revenue dans les débats grâce à sa pertinence qui a fait ressortir de nouvelles pistes vers une économie émergente. Les attentes sont grandes du côté des paysans quant au prix de l'arachide. Le ministre de l'Agriculture d'annoncer de bonnes dispositions et les 40 milliards que la Sonacos a déjà à sa disposition pour entrer de plein pied dans la campagne. Toujours dans le domaine agricole, le ministre de l'Agriculture d'annoncer la mise en place d'une taxe à l'exportation sur l'arachide l'année prochaine, car 350 000 tonnes sont exportés en Chine l'année dernière. Et cette année, 500 000 tonnes intéressent déjà les Chinois. Le gouvernement va travailler à défendre l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Les infrastructures étant la clé de voûte de l'émergence, les tronçons du péage récemment inaugurés, ainsi que les concessions faites à Eiffage ne sont que le prix de la rapidité du confort conformément aux pays développés. Ce qui va aboutir à moins d'embouteillages, moins d'accidents et un surplus de gains économiques, dira le ministre des Infrastructures. Dakar-Bamako ferroviaire, avec les 7 milliards à verser entre le Sénégal et le Mali pour résoudre les problèmes de transrail, ont été évoqués. Et le Premier ministre de montrer les bonnes dispositions de son gouvernement pour réussir ce pari ferroviaire. Après une interpellation sur les cartes d'identité nationale biométriques, la refonte du fichier électoral, des annonces sont faites pour la généralisation ce week-end des opérations dans les régions par un déploiement des équipes. Le Premier ministre de rassurer les députés sur la réussite de la période de test dans les 11 arrondissements de Dakar où toutes les préfectures sont dotées de matériel. Mohamed Boun Abdallah Dionne de rassurer sur la tenue à bonne date des élections législatives. Annonce est également faite par le chef du gouvernement de la création d'un institut du pétrole et du gaz pour améliorer l'expertise nationale en la matière. Et dans un climat apaisé, le face-à-face entre le gouvernement et les députés s'est terminé par une note d'espoir. Espoir de construire le Sénégal avec des routes, des autoroutes, dont le tronçon Dakar-Thiès sera réalisé en avril prochain, car le Sénégal est en chantier et tout le monde doit se mobiliser dans cet effort de construction d'un Sénégal émergent. Habibou Baye, après la session des questions orales entre le Premier ministre et les députés, plusieurs autorités qui ont assisté au débat ont réagi au micro de Pape Bonatiao. Dans notre pays, la démocratie fonctionne. Il y a des gens pressés, mais sur le plan maintenant de la démocratie de développement que son Excellence le Président Macky Sall est en train de mener, je pense à la lecture de l'ensemble des interventions des membres du gouvernement pour répondre aux questions des députés. Oui, le Sénégal ou les Sénégalais doivent être à l'aise
parce que de la République, son Excellence Macky Sall, travailler et rendre compte aux populations, c'est une sorte de prouver que le Sénégal est sur la bonne marche. Et ceci, nous l'avons démarré et nous le poursuivons. Le Premier ministre est à l'écoute des honorables députés pour des questions relatives à l'actualité et des réponses sont apportées. Et je sais qu'aujourd'hui, dans toute la salle, il n'y a pas de questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Et je pense que les réponses ont été vraiment satisfaisantes. Et ce ne sont pas des fleurs qu'on jette ou des inventions. Ces réponses sont basées sur des réalisations concrètes et que tout le monde a constaté. C'est un moment d'échange, de donner et de recevoir que nous attendons effectivement et que nous abordons de façon très solennelle. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons